Chunk 1. En faisant un autre. Très bien, faisant un autre. Frappe 1. Oh non, oh. Richard Dreyfuss a passé 50 ans à cacher la vraie raison de son pétage de plomb public le plus choquant. En mai 2024, il est monté sur une scène du Massachusetts et a dit des choses qui ont fait fuir les familles du théâtre. Tout le monde pensait savoir pourquoi il avait explosé. Ils avaient tort. À 77 ans, il admet enfin ce qui motivait réellement sa rage ce soir-là. Tout a commencé par un appel téléphonique 3 jours plus tôt. Quelqu'un de son passé l'avait contacté. Ce qu'ils lui ont dit a tout changé. L'effondrement n'était pas une question de politique. Il s'agissait de trahison. Richard Dreyfuss est né le 29 octobre 1947, mais son histoire a commencé bien avant cela. Son père, Norman, avait grandi dans une partie de Brooklyn marquée par la violence des gangs, un endroit où la dureté était synonyme de survie. Des années plus tard, Norman est devenu un avocat respectable et a dirigé un restaurant, mais le passé persistait toujours. La lignée familiale portait plus qu'un simple tranchant de Brooklyn. Richard a découvert plus tard que son arrière-grand-mère était Essia Hoffman, l'une des révolutionnaires qui ont assassiné le tsar Alexandre II en 1841. Elle était la seule du groupe à avoir échappé à l'exécution. Ainsi, des assassins en Russie au combat de rue à New York, la violence n'était pas seulement quelque chose que Dreyfuss jouait. Cela faisait partie de sa lignée. Sa mère, Geraldine, était l'opposé. Elle était une militante pacifiste, quelqu'un qui a passé sa vie à lutter contre le genre de chaos dont son mari était issu. Et Norman lui-même n'a pas seulement été endurci par son enfance. Une explosion de mortier pendant la Seconde Guerre mondiale lors de la bataille des Seuils. Des Ardennes l'a laissé avec des blessures permanentes. Il marchait avec des béquilles et portait des chaussures de l'armée pour le reste de sa vie. Ce mélange de passé brut et de valeurs progressistes a façonné Richard dès le début. Chunk 2. Vous pouviez le voir plus tard dans ses rôles. Des hommes ordinaires, craquant sous la pression, émotionnellement déchirés. Ce n'était pas un acte. Il avait vécu près de cette limite depuis son enfance. Quand il avait 9 ans à peine, tout a changé. C'était en 1956 et la plupart des garçons de cet âge grimpaient aux arbres ou faisaient du vélo. Mais Richard savait déjà qu'il serait acteur. Pas qu'il voulait l'être, il était certain qu'il le serait. Puis, la haine de son père pour New York a déclenché une fuite familiale. Ils ont quitté Queens, ont passé du temps en Europe, puis ont finalement atterri à Los Angeles. Mais ce n'étaient pas des vacances d'assises de rêve. Norman fuyait son passé, entraînant toute la famille avec lui. Richard, coincé au milieu de tout cela, a continué à poursuivre son rêve. Après avoir sauté de ville en ville, il a finalement atterri à Beverly Hills High School. C'est là qu'il a commencé à se produire sur scène au Temple Emmanuel's Arts Center et plus tard au Westside Jewish Community Center sous la direction du professeur d'art dramatique Bill Miller. La plupart des enfants avaient de la stabilité. Richard avait un mouvement constant, mais d'une manière ou d'une autre, sa passion n'a cessé de croître. Au moment où il a eu 18 ans, la guerre du Vietnam entraînait tout le monde autour de lui. Mais Richard a fait un geste audacieux. Il s'est déclaré objecteur de conscience. Au lieu de se rendre sur le champ de bataille, il a passé 2 ans à travailler dans un hôpital de Los Angeles, aidant les gens alors que le monde autour de lui s'écroulait. C'était vers 1965 à 1967. Le jour, il était à l'hôpital. La nuit, il cherchait des emplois d'acteur, de petits rôles dans des séries comme Peyton Place, Gidget, Room 222 et Bewitched. Il s'était inscrit au San Fernando Valley State College pendant 1 an. Mais le travail à l'hôpital et les concerts d'acteurs ont rapidement pris le dessus. Il ne manifestait pas et ne tenait pas de fusil. Il a choisi une 3e voie. Un service discret le jour et du travail théâtral le soir. Il construisait littéralement sa carrière depuis l'arrière des lignes de front. Chunk 3. Sa première vraie apparition a eu lieu en 1964, alors qu'il n'avait que 15 ans.
Il est apparu dans une série intitulée In Mama's House, mais il avait en fait participé à Peyton Place encore plus tôt. C'était son premier rôle rémunéré. La plupart des adolescents s'inquiètent de leurs notes. Richard travaillait déjà, et tout le monde à la maison n'était pas ravi. Son père, confronté à un traumatisme de guerre et à ses propres rêves brisés, ne soutenait pas la carrière de son fils. La tension a augmenté jusqu'à ce qu'elle se rompe. Quand Richard avait 21 ans, Norman a quitté la famille. Ils ne se parlaient plus lorsque Norman est décédé. Ainsi, malgré tous les premiers succès de Richard, il portait ce silence avec lui. Son chemin vers la gloire s'est construit alors que sa famille s'effondrait. À travers tout cela, il développait une façon d'agir complètement différente. Alors que beaucoup d'autres mémorisaient des répliques et suivaient des règles, Richard plongeait dans l'improvisation au Jewish Community Center. Ce n'étaient pas seulement des cours de théâtre, c'étaient des ateliers où il apprenait à vivre dans une scène, à répondre sur le moment sans avoir besoin d'un scénario. Il croyait que le jeu d'acteur ne pouvait pas être enseigné dans une salle de classe. Il fallait le vivre. Ce style brut et naturel est devenu sa signature dans les années à venir. En 1967, il a obtenu son premier rôle au cinéma dans Le Lauréat. Ce n'était qu'une seule phrase. « Dois-je appeler la police? Je vais appeler la police. » Mais ce film allait rapporter 189 millions de dollars au box-office. C'est près de 857 millions de dollars aujourd'hui. Presque personne ne l'a remarqué à l'époque, mais des millions de personnes ont involontairement été témoins du premier moment cinématographique de quelqu'un qui remporterait un Oscar moins de 10 ans plus tard. Il avait 19 ans, était figurant dans une scène de pension de famille, et le réalisateur Mike Nichols n'avait aucune idée qu'il filmait la future star des Dents de la Mer et de Rencontres du troisième type. L'année suivante, il a décroché son premier rôle principal dans Les Jeunes Fugitifs et cela a failli tout ruiner. Le film a été un désastre. Dreyfus n'avait que 20 ans, mais ils l'ont fait jouer un hippie objecteur de conscience de 32 ans, parlant dans des phrases bizarres comme « Je suis tout coincé dans mes propres problèmes, bébé ». Les critiques l'ont démoli. Ils ont dit que le jeu d'acteur, la musique, l'écriture, tout était terrible. Le dialogue ne ressemblait même pas à de vraies personnes des années 1960. Chunk 4. Il a été écrit par un homme de 51 ans qui ne comprenait clairement pas la culture des jeunes. Le tout est devenu une blague culte, mais pour Dreyfus, c'était une leçon brutale. Ce n'est pas parce que vous êtes le rôle principal que c'est une bonne idée. En 1973, les choses changeaient. Il a joué Babyface Nelson dans Dillinger, un rôle violent et nerveux qui a attiré l'attention de tous. Il n'a pas seulement joué le rôle, il a étudié de vrais dossiers du FBI, apprenant des choses sur l'homme qui avait tué plus d'agents que quiconque dans l'histoire. Nelson était petit, seulement 1,63 m, et avait une soif de sang. Dreyfus s'est penché sur cela, le dépeignant comme quelqu'un qui tuait pour le plaisir. C'était effrayant. Le budget était faible, seulement 1,5 million de dollars, et Dreyfus a gagné 25 000 $, mais la performance s'est démarquée. Spielberg l'a remarqué. Il n'a pas fallu longtemps avant que les Danses de la mer ne l'appellent. Un an plus tard, en 1974, l'apprentissage de Dottie Kravitz l'a emmené encore plus loin. L'histoire suivait un garçon juif essayant d'échapper à la pauvreté dans le ghetto juif de Montréal. Une histoire qui faisait écho à l'héritage propre de Dreyfus. Sa famille venait d'Autriche, de Hongrie, et il comprenait ce que cela signifiait de se battre pour un avenir. Le roman avait été mis de côté pendant plus de 15 ans. Les studios ont dit qu'il était trop ethnique pour le public. Mais lorsque le film a finalement été réalisé, Dreyfus a tout donné. Il a été payé 50 000 $ et a reçu des critiques élogieuses, notamment de Pauline Kael. Le film a montré l'antisémitisme du Montréal des années 1940 et a capturé la faim brute d'un garçon désespéré de réussir. C'est le rôle qui a prouvé qu'il pouvait jouer des drames sérieux et les relier à ses propres racines. Puis est venu American Graffiti. George Lucas a vu Dreyfus dans un pilote de Happy Days qui n'avait même pas encore été diffusé.
C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans le rôle de Kurt Henderson. Le film avait un budget minuscule, seulement 717 300 $, et a été tourné en 28 nuits à Paluma après qu'une autre ville ait retiré son permis de tournage. Dreyfus a gagné 25 500 $ et le film a rapporté 140 millions de dollars dans le monde entier. Son rôle, pourchassant une mystérieuse blonde dans une Thunderbird blanche, reflétait les propres expériences d'adolescent de Lucas à Modesto. Au début, Universal voulait enterrer le film, mais après que les projections test ont époustouflé le public, ils ont précipité Happy Days à la télévision pour surfer sur la vague. Chunk 5. Dreyfus avait joué le rôle du réfléchi du groupe, celui qui décidait s'il devait partir pour l'université ou rester sur place. Et le rôle a touché les gens partout. Richard Dreyfuss n'a pas commencé à courir après la gloire, mais en 1975, tout a changé lorsqu'il a endossé le rôle de Matt Hooper, le biologiste marin vif d'esprit dans Les Dents de la Mer. Le tournage lui-même a été un cauchemar. Le tournage a commencé en mai 1975 à Martha's Vineyard et s'est prolongé jusqu'en octobre. Les requins mécaniques tombaient constamment en panne, ce qui a forcé Spielberg à cacher le monstre plus qu'à le montrer. Cette décision créative a fini par rendre le film encore plus effrayant. Dreyfus a partagé des scènes intenses avec Robert Shaw, en particulier le monologue obsédant sur l'USS Indianapolis. C'est devenu l'un des moments les plus inoubliables du cinéma. Mais, étrangement, Dreyfus a plus tard qualifié Les Dents de la Mer d'ennuyeux. Il a dit qu'il n'aime pas en parler et qu'il trouve tout le sujet ennuyeux. Pourtant, le film a explosé au box-office, devenant le film le plus rentable de l'histoire, jusqu'à ce que Star Wars sorte 2 ans plus tard. Ajusté pour l'inflation, il a rapporté environ 1,5 milliard de dollars et a changé le blockbuster estival pour toujours. Et juste comme ça, Dreyfus n'était plus seulement un acteur. Il était une star. 2 ans plus tard, en 1977, Dreyfus a joué dans Rencontre du troisième type, un autre projet de Spielberg. Cette fois, il a joué Roy Neary, un homme ordinaire dont la vie s'effondre lentement après une mystérieuse observation d'OVNI. Spielberg avait commencé à développer l'idée en 1973 et le film a fini par coûter près de 20 millions de dollars à réaliser. Il a rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde entier. Dreyfus a dû montrer un homme en train de se défaire, construisant un énorme modèle de Devil's Tower dans son salon pendant que sa famille l'abandonnait. Cette scène n'était pas seulement dramatique, elle était déchirante. Sa performance a capturé le mélange d'émerveillement et de folie qui a rendu l'histoire réelle. Spielberg a même dit que si nous pouvions apprendre à parler aux extraterrestres dans ce film, peut-être pourrions-nous aussi apprendre à parler aux Soviétiques pendant la guerre froide. Le film a rendu Dreyfus encore plus important à Hollywood. La même année, il a de nouveau choqué tout le monde, mais cette fois avec une histoire d'amour. Adieu, je reste, réalisé par Herbert Ross et écrit par Neil Simon, a montré Dreyfus dans le rôle d'Elliot Garfield, un acteur en difficulté partageant un appartement avec une femme et sa fille. Le rôle était drôle, doux et réel, et il a porté ses fruits de manière importante. En 1978, il est devenu le plus jeune homme à remporter l'Oscar du meilleur acteur. À seulement 30 ans, le film a rapporté plus de 100 millions de dollars, un montant énorme pour une comédie romantique. Chunk 6. À l'époque, le public l'aimait non seulement en tant que gars intense des Dents de la Mer, mais aussi en tant que quelqu'un qui pouvait incarner la romance et la comédie avec charme et vulnérabilité. En 1978, tout en surfant sur le succès de Adieu, je reste, Dreyfus a choisi un projet très différent. Dans The Big Fix, il a joué Moses Wine, un détective privé pris dans les reliquats de la politique radicale des années 60. C'était plus qu'une simple histoire de détective, c'était personnel. Dreyfus avait lui-même été politiquement actif et le film lui a permis de porter cette passion à l'écran. Il n'a pas fait de vagues au box-office, mais il a montré son étendue et sa volonté de prendre des risques pour ce en quoi il croyait.
Puis est venu The Competition en 1980. Dreyfus a joué un prodige du piano. Mais voici le rebondissement. Il ne savait pas jouer une seule note lorsqu'il a obtenu le rôle. Il s'est donc entraîné 4 heures par jour pendant 2 mois d'affilée. Les producteurs ont fait venir des experts en piano et ont exigé une authenticité totale. Chaque mouvement, chaque pression de touche devait être correcte. Un jour sur le plateau, une actrice a posé son verre de vin sur un piano à queue pendant une scène. Le professeur de piano a crié de douleur. C'était aussi grave que ça. Le film a capturé le monde de la performance classique à enjeu élevé et a montré jusqu'où Dreyfus irait pour vivre à l'intérieur d'un rôle. En 1941, il est allé encore plus loin avec « De quelle vie s'agit-il » Jouant un sculpteur paralysé dans un accident de voiture, Dreyfus s'est attaqué à l'un des sujets les plus controversés de l'époque, l'euthanasie. Son personnage ne voulait pas vivre branché à des machines, et le film a exploré si les patients ont le droit de choisir la mort plutôt que la vie. Les critiques ont dit qu'il avait trouvé l'humour sans perdre la douleur. Et le film a amené les gens à poser des questions difficiles sur qui contrôle vraiment la fin de vie, les médecins ou les patients eux-mêmes. Après une période de calme, Dreyfus est revenu en force en 1986 avec Le Clochard de Beverly Hills. Il a joué aux côtés de Bette Midler et Nick Nolte dans le tout premier film classé R de Disney sous le label Touchstone. La comédie était folle et principalement improvisée, et le public l'a adoré. Le film a débuté à la première place et a finalement rapporté plus de 60 millions de dollars avec un budget de 14 millions de dollars. C'était un retour majeur, surtout après ses luttes publiques contre la toxicomanie. L'année suivante, dans Tin Men, il a joué Bebe Babowski, un vendeur de revêtements en aluminium dans les années 1960 qui part en guerre contre le personnage de Danny DeVito après un accident de voiture mineur. Ce qui commence comme une simple querelle se transforme en une bataille totale, y compris la séduction des épouses de l'autre. C'était drôle et pointu, mais cela a également puisé dans quelque chose de plus profond. 2 hommes brisés essayant de gagner à quelque chose parce qu'ils perdaient dans la vie. À la fin, les deux avaient perdu leur licence et leur carrière, mais avaient peut-être retrouvé un peu d'eux-mêmes. Chunk, 7. En 1989, il a retrouvé Spielberg pour Always, un remake d'un film de 1943. Il a joué un pilote de lutte contre les incendies qui meurt et revient en tant qu'esprit gardien. Audrey Hepburn est apparue dans son dernier rôle. Spielberg voulait faire ce film depuis des années et le timing était émouvant. Son divorce venait d'être annoncé la même année. Le film parlait du lâcher-prise, de l'amour, de la mort, et la performance de Dreyfus reflétait tout cela. Pourtant, les vieilles tensions entre Spielberg et Dreyfus persistaient en coulisses et la collaboration n'a pas été aussi fluide qu'avant. La vie personnelle de Dreyfus était tout aussi dramatique. En 1983, il a rencontré Jeremy Rain lors d'une fête. Ils se sont mariés seulement 10 jours après s'être rencontrés. La même année, leur fille Emily est née. Puis est venu Benjamin en 1986, mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux avaient l'air différent. Les médecins lui ont diagnostiqué l'anomalie de Peter, une affection oculaire rare. Il a ensuite perdu la vue d'un œil. Cela a brisé Dreyfus. Il a dit que c'était le moment le plus émouvant de sa vie. Un 3e enfant, Harry, est né en 1990, mais le mariage a fini par s'effondrer. En 1995, Jeremy avait emmené les enfants et était parti. La tension n'était pas seulement à la maison, sur le plateau de Hit Bob alors. En 1991, Dreyfus s'est heurté à Bill Murray dans l'une des querelles les plus laides d'Hollywood. Un soir, Murray lui a crié au visage que tout le monde le détestait, puis lui a lancé un lourd cendrier. Il l'a à peine manqué. Murray a également jeté leur producteur dans un lac et a cassé ses lunettes de soleil. Dreyfus l'a traité d'intimidateur ivre et de porc. Pendant des années, il a même évité de mentionner le film, mais en 2020,
Il a dit qu'il pourrait écrire une note un jour et finalement laisser tomber. En 2001, Dreyfus a joué dans l'éducation de Max Bickford, jouant un professeur alcoolique en voisette de guérison. Chunk 8. Il gagnait 100 000 $ par épisode, mais la série a eu du mal, et c'était l'une des premières séries tournées entièrement en haute définition. Elle s'est attaquée à des questions audacieuses comme les personnages transgenres et la politique universitaire, mais les codes d'écoute n'ont pas survécu. CBS a renvoyé 2 producteurs après seulement 1 mois, et la série a été annulée après une seule saison. Puis, en 2008, il s'est mis dans la peau de Dick Cheney pour le film politique W, d'Oliver Stone. À l'origine, Stone voulait Robert Duvall, mais quand il a refusé, Dreyfus a pris le rôle et les tensions ont explosé. Lui et Stone se sont constamment disputés et Dreyfus a même dénigré le réalisateur dans des interviews. Il a choqué les téléspectateurs en défendant Cheney et en blâmant le peuple américain de ne pas avoir réagi pendant les années Bush. Le film a été un échec, rapportant un peu moins de 30 millions de dollars contre un budget de 25 millions de dollars. À 63 ans, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a rejoint le film d'action Red en 2010 et a fait ses propres cascades. Il a joué le rôle du trafiquant d'armes Alexander Dunning aux côtés de Bruce Willis et Helen Mirren. Il s'est entraîné pendant 3 mois, a subi des blessures mineures, mais a refusé de laisser une doublure le remplacer. Le film a rapporté 139 millions de dollars et a été nominé pour un Golden Globe. Son rôle était à l'origine destiné à quelqu'un dans la quarantaine, mais il a prouvé que les acteurs plus âgés pouvaient toujours voler la vedette. En 2016, il s'est transformé en Bernie Madoff pour la mini-série d'ABC Madoff. Pour se préparer, il a étudié les documents judiciaires, les interviews et les témoignages des victimes pendant 6 mois. Il a perdu 7 kilos et s'est teint les cheveux en argent. Il a reçu des menaces de mort de véritables victimes de Madoff qui ne voulaient pas que l'histoire soit dramatisée. Mais les critiques l'ont félicité. Il a rendu le méchant crédible, non pas en l'excusant, mais en le rendant humain. Puis, en 2019, à 72 ans, il a joué dans L'Astronaute, jouant un homme âgé qui rêve encore d'aller dans l'espace. Le film reflétait ses propres batailles contre l'âge et la dépression. Il a révélé qu'il avait lutté contre le trouble bipolaire pendant des années. Le film a été tourné dans un froid glacial au Canada en seulement 24 jours. Il n'a pas fait les manchettes, mais il lui a offert un moment de grâce tranquille. Un homme hors du temps qui rêve toujours grand. Richard Dreyfuss était autrefois au sommet du monde, surfant sur la vague de succès de films comme Les Dents de la Mer et Rencontre du troisième type. Mais en 1982, les choses avaient pris une tournure dangereuse. Chunk 9. Cette année-là, il s'est évanoui au volant de sa Mercedes-Benz 450 SL et a percuté un palmier dans Benedict Canyon. Quand il s'est réveillé, il était suspendu la tête en bas, attaché par une ceinture de sécurité qu'il ne se souvenait pas avoir bouclée. Dans l'épave, la police a trouvé de la cocaïne et du percodone. Il a été arrêté, mais ce n'était pas la seule chose qui le hantait. Pendant des années, il a eu des visions d'une petite fille portant une robe rose et des lunettes à monture corne. Elle apparaissait dans les endroits les plus étranges, même pendant les fêtes de sauvages. Quelque chose en elle le remplissait d'effroi. Puis, le 19 novembre 1982, il a arrêté la drogue d'un coup. 1 an plus tard, jour pour jour, sa fille est née, portant des lunettes à monture corne. Dreyfus a dit qu'il ne savait pas si elle était la fille qu'il n'avait pas tuée cette nuit-là ou l'esprit qui était venu l'avertir. Mais toutes les batailles de Dreyfus n'étaient pas avec lui-même. En 2012, il a attaqué son propre père et son oncle devant les tribunaux. 20 ans plus tôt, il leur avait remis 870 000 $ lors de ce qu'on lui avait dit être une urgence familiale. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'urgence. Ils ont utilisé l'argent pour acheter discrètement un immeuble de 13 étages au centre-ville de Los Angeles. Dreyfus n'a jamais été mis au courant
même s'il avait financé près d'un tiers de l'opération. Ils ont insisté sur le fait qu'il ne possédait que 10%. Lorsqu'ils ont obtenu un jugement de 5,5 millions de dollars en 2009, ils ne lui ont pas donné un centime. Et ce n'était pas la première fois qu'il les poursuivait en justice. Il les avait déjà traduits en justice en 2008. Ce qui a le plus choqué les gens, c'est que, malgré toute sa célébrité, Dreyfus s'est quand même fait piéger dans une trahison familiale. Puis, en 2024, un nouveau type de tension est devenu viral, lors d'une projection des Dents de la mer. Dans le Massachusetts, Dreyfus a fait des commentaires acerbes sur les droits des personnes transgenres qui ont incité de nombreux spectateurs à quitter la salle. Au même moment, son fils Ben a publié sur Twitter des informations sur le comportement scandaleux d'un membre de la famille. Tout le monde a supposé qu'il parlait de son père, mais Ben a rapidement précisé qu'il plaisantait au sujet de sa sœur qui avait acheté un téléphone Android. Pourtant, le moment a révélé quelque chose de plus profond. Ben a admis que lui et son père n'étaient pas d'accord sur de nombreuses questions, mais il l'a soutenu. Pour une famille moderne, leur drame ne s'est pas déroulé dans un salon. Il s'est déroulé sur Twitter en temps réel. Bien avant tout cela, en 2008, Dreyfus a emprunté une voie entièrement différente. 5. 10. Il a lancé un projet d'éducation civique après avoir admis qu'il en savait très peu sur le gouvernement en grandissant. Il a même passé 4 ans à étudier à Oxford, juste pour élaborer un programme d'éducation civique solide. Son programme était axé sur la narration et les discussions communautaires, et il a été testé dans des écoles du Texas, où les élèves ont formé leur propre club à l'heure du déjeuner, appelé les Fils et Filles de la Liberté. Dreyfus a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas de politique, il s'agissait de regrets. Il avait ignoré la vie civique pendant des décennies, et ce projet était sa façon de se rattraper. Mais ce sentiment de lutte remonte encore plus loin, jusqu'aux Danses de la mer en 1975. Sur le plateau, Dreyfus était une étoile montante, mais Robert Shaw le voyait comme un gamin arrogant, sans expérience de la scène. Shaw lui a rendu la vie misérable. Il l'a insulté, a insulté son jeu d'acteur et l'a même défié de grimper au mât du bateau pour 100 $. Spielberg a dit que Shaw était comme un homme possédé. Roy Scheider se souvient que Shaw pensait que Dreyfus devait être rabaissé. Leur tension était réelle, et elle a rendu la tension entre leurs personnages encore plus réelle à l'écran. En 2008, l'histoire s'est répétée sur un plateau différent. Cette fois, c'était avec Oliver Stone lors du tournage de W. Dreyfus jouait Dick Cheney, mais en coulisses, il s'est constamment battu avec Stone. C'est devenu si grave que Dreyfus l'a plus tard traité de fasciste et a comparé l'expérience à un travail pour Sean Hannity. Il a même admis qu'il n'avait fait le film que pour le chèque. Stone a riposté en disant que Dreyfus n'arrivait pas à se souvenir de ses répliques et devait utiliser des prompteurs. Des années plus tard, en 2014, Dreyfus en parlait encore, qualifiant Stone d'amer de ne pas avoir attiré l'attention des Oscars. Puis est venu 2017. Alors que le mouvement MeToo prenait de l'ampleur, une écrivaine nommée Jessica Tyke a accusé Dreyfus de harcèlement pendant des années, y compris un moment en 1987 où elle a dit qu'il s'était exhibé à elle dans sa roulotte. Dreyfus a nié s'être exhibé, mais a admis un comportement séducteur qu'il pensait être mutuel. Il a appelé cela un malentendu. Ce qui a rendu l'histoire encore plus compliquée, c'est que quelques jours plus tôt, il avait tweeté son soutien à son fils Harry, qui avait accusé Kevin Spacey de l'avoir pelotté quand il avait 18 ans. Les critiques ont dénoncé le 2 poids, 2 mesures. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. En mai 2023, Dreyfus est apparu sur PBS et a explosé à propos des nouvelles règles de diversité de l'Académie. Il a dit que l'idée qu'on lui dise comment caster un film lui donnait envie de vomir. Il a défendu les vieilles performances de blackface et a demandé pourquoi les acteurs d'aujourd'hui devaient se plier aux sentiments de la société. Junk 11. Ces paroles ont déclenché une tempête de feu à Hollywood.
C'est arrivé quelques mois seulement après qu'il ait dit qu'il était fou qu'il ne soit jamais autorisé à jouer un homme noir. Il semblait s'enfoncer de plus en plus à chaque interview. Puis est venu la nuit qui a tout changé, le 25 mai 2024. Lors d'un événement des Danses de la mer dans le Massachusetts, Dreyfus est monté sur scène, portant une robe de chambre à fleurs sur sa chemise, se balançant au rythme de Taylor Swift. Il a enlevé la robe au milieu de la chanson, a levé sa canne comme une batte et s'est lancé dans ce que beaucoup ont appelé un discours haineux. Il a dénigré le mouvement Me Too. Il a traité Barbara Streisand de passive. Il a attaqué les jeunes transgenres, s'est moqué des personnes LGBTQ+, et a offensé les survivants de violences sexuelles. Des familles sont sorties. Une mère a écrit que sa fille de 10 ans avait pleuré pendant le discours. Le théâtre a envoyé des courriels d'excuses le lendemain. 3 jours plus tard, le même théâtre devait accueillir un événement sur la lutte contre la discrimination. Au lieu de cela, il venait d'accueillir ce que les participants ont décrit comme une nuit de misogynie et d'homophobie. Le contraste ne pouvait pas être plus frappant. Et une fois de plus, Ben Dreyfus s'est retrouvé pris au milieu. Il a essayé d'expliquer les actions de son père sans les défendre, utilisant les médias sociaux pour désamorcer la tempête tout en admettant que la famille était embarrassée. Ses tweets se sont transformés en une déclaration publique, et cette déclaration est devenue une partie de la manchette. Cette fois, même la loyauté n'a pas pu les protéger des retombées. Les conséquences ont été rapides. Les salles ont annulé les apparitions. Les contacts de l'industrie se sont tus. Son propre agent a passé plus de temps à gérer les annulations qu'à programmer des événements. Dreyfus a refusé de s'excuser. Et au fur et à mesure que les jours se transformaient en mois, son isolement a grandi. Après tant de controverses passées, Blackface, Oscar, Stone, les Danses de la mer, tout s'est accumulé. Puis, en juillet 2025, les fans ont été frappés par un autre choc. Dreyfus a été hospitalisé pour une bronchite virale. Il a dû annuler une rare apparition publique à Sharkon, en Floride. Une vidéo le montrait au lit, frêle et oublieux, enveloppé dans une couverture des Dents de la mer, incapable de se rappeler de quoi il était même malade jusqu'à ce que sa femme le lui rappelle. Chunk 12. Les machines qui bipent, les yeux fatigués. C'était la première fois que beaucoup de gens le voyaient depuis plus d'1 an, et il était clair que les choses avaient changé.